Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce point de marché du 17 octobre qui s'intitule Un rebond en trompe-l'œil. Parce qu'effectivement, on peut quand même se poser pas mal de questions sur ce qui se passe en ce moment sur les marchés, qui nous envoient un petit peu des signaux contradictoires. Alors, sans plus attendre, je vais vous faire un petit partage de la situation. Donc voilà. Alors, pourquoi, en fait, on est amené aujourd'hui à se poser quand même pas mal de questions. Vous avez peut-être pu remarquer, si vous suivez les marchés, que la bourse progresse, hein. On a des indices américains qui battent des records et on a un indice français, le CAC 40, qui certes sous-performe les autres indices, mais qui quand même tient très 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 bien la route. Alors, sans plus attendre, on va essayer un petit peu de voir ce qui peut nous attendre. Et là-dessus, je vous cache pas que je suis pas spécialement optimiste. En général, souvent, j'ai souvent tendance à taper sur les déclinologues, à trouver que voilà que les personnes qui nous prédisent la fin du monde sont souvent exagèrent. Alors moi, je ne crois pas en la fin du monde, mais je trouve que les marchés ont tendance à être un petit peu trop euphoriques par rapport aux problématiques actuelles. Donc évidemment, pour commencer, hein, donc ça c'est je ne veux pas un dessin, hein, quand on regarde un petit peu les indices, hein, regardez un petit peu les indices américains, on a vraiment une bourse américaine qui affiche une santé insolente avec un Dow Jones qui bat record sur record. Je crois que depuis le début de cette année 2024, le Dow Jones a dû inscrire une quarantaine de records en clôture, tout comme le S&P 500. Et on a également le Nasdaq qui continue à avancer. Donc évidemment, on peut quand même se poser des questions. On a vraiment l'impression que rien n'arrête les marchés et que tout va dans le meilleur des mondes. Alors, moi, je ne suis pas forcément si optimiste que ça au moment où je vous parle. Je pense qu'il y a quand même il y a quand même des choses que les marchés ne voient pas. Et les incertitudes. Alors, il y a les incertitudes internationales, hein. Vous voyez que le conflit entre la Russie et l'Ukraine n'est pas encore résolu, hein, loin de là. Vous avez une situation au Proche-Orient qui est plutôt en train de s'embraser que de s'apaiser. Vous avez de grosses incertitudes sur le résultat des élections américaines. On est le 17 octobre au moment où je fais ma vidéo. Dans 3 semaines maintenant, on aura le résultat des élections américaines avec un Donald Trump qui, en cas de défaite, pourrait ne pas reconnaître sa défaite et donc un risque de troubles aux États-Unis. Donc on a quand même pas mal de choses qui sont assez inquiétantes et pourtant les marchés continuent à inscrire des records. Alors je parle notamment des marchés américains. Alors sur les marchés français, là pour le coup, la situation est un peu moins rose puisque quand on zoome ce qui s'est passé, alors là vous avez effectivement l'évolution du CAC 40 depuis 2006 jusqu'à maintenant. Donc là, évidemment, on voit que depuis la fin de la crise de 2008, on voit le CAC 40 qui est dans une tendance haussière assez forte. Alors, vous reconnaissez ici la crise du Covid, vous avez la crise ukrainienne, mais on voit que le marché français, il est aussi dans une dynamique haussière. Néanmoins, quand on fait un zoom sur ce qui s'est passé sur les derniers mois, là, on voit un double top sur le CAC 40. Et là, on voit que depuis le double top inscrit par le CAC 40 en mars et mai de cette année 2024, on voit que le CAC 40 n'arrive plus à relancer la tendance haussière. Alors sur le long terme, depuis 2008, on est dans une tendance haussière. Néanmoins, quand on est en pas journalier, on voit que la tendance haussière, elle a été cassée. Donc là, ça, c'est quand même un premier signal d'alerte d'un point de vue technique sur le CAC 40. Alors, on ne le retrouve pas sur les indices américains, mais sur le CAC 40, clairement, on n'est plus en pas journalier dans une tendance haussière. Alors là, évidemment, je vous ai parlé un petit peu de l'analyse technique. Vous comprenez très très bien là où je veux en venir et
un peu l'objet de cette vidéo. Bon, si vous suivez un petit peu l'actualité, vous savez ce qui se passe, hein. Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale en juin de cette année 2024, et depuis, on n'a plus du tout de majorité claire à l'Assemblée nationale. On a un gouvernement, le gouvernement Barnier, qui est plutôt un gouvernement de compromis, mais qui est déjà à l'épreuve du feu lors de l'élection du budget. Et là, on s'aperçoit, au fur et à mesure de ce que l'on découvre, que nos anciens ministres, notamment Bruno Le Maire, nous auraient menti sur la gravité, et j'insiste sur ce mot, la gravité de la situation budgétaire de la France. Euh, Ça nous rappelle un petit peu, je vais y revenir en fin de vidéo, sur lorsque Monsieur Papandréou est arrivé au pouvoir en Grèce et qu'il a découvert en fait que le budget de la Grèce n'avait strictement rien à voir avec ce qui était affiché officiellement. Et là, Monsieur Barnier découvre que la copie laissée par Gabriel Attal avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire n'a rien à voir avec ce qui était affiché officiellement, hein. Je vous rappelle que officiellement, Monsieur Le Maire nous parlait d'un déficit public situé entre 4 et 5 ce qui est déjà énorme, hein. Entre 4 et 5 de déficit public, c'est énorme. C'est un peu comme si vous êtes à découvert à hauteur de 4 de votre salaire. Euh, et en réalité, la réalité est malheureusement beaucoup plus dramatique puisque on aurait aujourd'hui un déficit public à 6% du PIB. Et si on n'adopte pas des mesures budgétaires drastiques, solides, dures, douloureuses, on pourrait avoir un déficit budgétaire qui dépasserait les 7% en 2025 si rien n'est fait. Donc la situation budgétaire en France est ça m'embête de prononcer ces mots, hein. Sans doute, si vous suivez des vidéos, peut-être d'autres personnes, hein, de personnes très très compétentes, hein. Si vous suivez Charles Gave, Olivier Delamarche, ça fait maintenant depuis des mois, voire des années, qu'ils utilisent un vocabulaire assez dur sur la France. Moi, j'ai jamais osé utiliser un vocabulaire très très dur, hein. Euh, voilà, je m'efforce d'être peut-être un peu plus politiquement correct, on va dire. Mais là, très honnêtement, force est de constater que nos politiciens auraient menti sur la gravité de la situation économique de la France et de l'aveu même du gouvernement de M. Barnier, qui le reconnaît que les prédécesseurs, notamment Attal, Borne et les autres, auraient menti sur la gravité de la situation économique en France. Et c'est ce qui explique pourquoi on a un CAC 40 qui n'arrive pas à battre les autres, n'arrive pas à battre des records historiques et qui sous-performe par rapport aux autres indices. Enfin, c'est quand même un biendre mal, hein, un moindre mal, si on restait à juste un CAC 40 qui sous-performe les autres indices sans s'effondrer, ça serait vraiment génial. Alors, donc là, hein, je vous remets hein, le CAC 40, on voit hein, ce double top du CAC 40 et avec une tendance baissière qui s'amorce depuis le sommet du mois de mai 2024. Alors pourquoi on n'est pas serein? Alors il y a d'autres indicateurs de marché qui nous envoient des signaux qui sont plutôt inquiétants. Alors le premier signal, c'est les actions chinoises. Qu'est-ce qui a permis au CAC 40 de limiter la casse? Alors, si vous suivez l'actualité, vous savez qu'il y a 3 semaines, le gouvernement chinois a lancé un énorme plan pour sauver l'économie chinoise, hein. Vous savez que l'indice chinois est en baisse, a perdu la moitié de sa valeur depuis ses plus hauts de 2021. Donc la bourse chinoise est en baisse de 50% depuis ses plus hauts de 2021. Et qu'est-ce qui s'est passé là durant ces 3, 4 dernières semaines? Le gouvernement chinois a mis en place un plan, un remède de cheval, notamment de la planche à billets, baisse des taux, des facilités de caisse quelque part, pour permettre de relancer la machine. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les traders ont compris, ah ben super, les Chinois vont pouvoir continuer à consommer comme avant. Et donc, évidemment, la première chose qu'un Chinois va faire
suite à ce plan de relance, ça va être d'acheter des sacs à main Louis Vuitton. C'est ce qui a permis de relancer très fortement l'industrie du luxe et on a eu un très très fort rebond des grosses capitalisations du luxe, notamment LVMH, ce qui a permis au CAC 40 de limiter la casse. Mais évidemment, pour moi, on peut le voir le verre à moitié plein, mais on peut aussi voir le verre à moitié vide. C'est-à-dire que si l'économie chinoise a besoin d'un remède de cheval avec de la planche à billets et tout le tintouin, ça veut dire que la situation, elle est beaucoup plus grave qu'en apparence. Donc pour moi, j'interprète que si on est obligé de faire autant de planches à billets, c'est que quelque part, la situation est plus sérieuse qu'on le croit. Donc il y a eu un très fort rebond des indices chinois et du CAC 40 tiré par le luxe, mais attention, pour moi, on n'a pas résolu le gros des problèmes. Le gros des problèmes en Chine, c'est qu'on a un immobilier qui est en train de continuer à baisser, on a une bulle immobilière qui est en train d'éclater, et on a un vieillissement de la population chinoise, couplé à une défiance des investisseurs par rapport aux hommes politiques chinois. C'est ce qui explique pourquoi on a eu la bourse chinoise qui a perdu la moitié de sa valeur en l'espace de 3 ans. Mais le problème, c'est que le fond du problème n'est pas encore réglé. On a eu un très très beau rebond suite aux annonces des politiques chinois, mais le problème n'a pas encore été réglé. Autre indicateur qui laisse à penser que on pourrait avoir de grosses secousses, c'est le VIX, l'indice de la volatilité, la volatilité implicite des marchés. On voit que après avoir atteint des plus bas à l'été 2024, on voit que le VIX est en tendance haussière. On est en train de renouer avec des niveaux de volatilité implicite à 20%. Alors, c'est pas dramatique, c'est pas la catastrophe, mais on n'est plus à 12-13% comme on a pu l'être encore l'été dernier. On a eu une première alerte en août 2024 avec une envolée du VIX à 40% suite aux mauvais résultats de l'emploi aux États-Unis. Puis ça s'est calmé et là, on a de nouveau de nouvelles secousses du VIX. Et ça c'est un signal inquiétant parce que souvent les grandes crises, les grands retournements de marché sont souvent précédés de signaux avant-coureurs. Un peu comme quand vous avez une explosion, une éruption volcanique, souvent une méga éruption volcanique, elle est souvent précédée de secousses sismiques, hein, les ondes harmoniques, hein, pour celles et ceux qui s'intéressent à la volcanologie. Souvent, une éruption volcanique majeure est souvent précédée de signaux avant-coureurs. Et là, on voit qu'on a des signaux faibles indiquant que les marchés ne sont pas du tout sereins par rapport à la situation actuelle, même si ça ne se voit pas sur les indices comme le Dow Jones ou le Nasdaq. Alors, autre signal un petit peu inquiétant, alors que c'est un signal qui dure depuis maintenant plusieurs mois, c'est l'inversion de la courbe des taux. Alors, quand on regarde les taux, le spread de taux entre les taux longs et les taux courts, on voit que actuellement, on a une courbe des taux aux États-Unis qui est inversée. Et quand on regarde l'historique depuis quasiment 50 ans, on voit que dans la plupart des cas, quand on a une inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire des taux longs qui sont des taux courts qui sont au-dessus des taux longs, ce qui n'est pas du tout intuitif. Intuitivement, plus vous faites un crédit sur le long terme, plus vous avez un taux d'emprunt élevé. C'est pas du tout intuitif d'emprunter sur du court terme à un taux plus élevé que sur le long terme. Ces phases qu'on appelle inversion de la courbe des taux, quand on regarde le graphique, sont souvent annonciateurs d'une récession économique. Et on voit que très souvent, hein, quand on a une inversion des courbes des taux, on a des récessions, ce sont les barres grises que vous voyez, avec en corollaire des baisses très importantes des marchés financiers. Regardez, moins 20% au milieu des années 70, 25% de baisse au début des années 80, 30% de baisse des marchés à la fin des années 80, début des années 90, 55% de baisse des marchés au début des années 2000, 65% de baisse des marchés
lors de la crise 2007-2008, la crise des subprimes, et 40% de baisse des marchés. Alors là, c'est un peu un cas spécial suite à la crise du Covid. Donc attention, très souvent, lorsque vous avez une courbe des taux inversée, cela va annoncer une grosse récession qui, évidemment, en corollaire, se traduit par une très forte baisse des marchés. Alors maintenant, on va passer au sujet qui vous intéresse, qui nous intéresse, c'est la situation de la France. La prochaine crise pourrait venir cette fois-ci de la France. C'est-à-dire que la France pourrait être l'épisode de la prochaine grave crise économique et financière qui pourrait en découler. Alors oui, il y a la crise au Proche-Orient, la crise Ukraine-Russie, mais on va dire malheureusement, euh, on a l'habitude. Hein, c'est triste, hein, c'est assez macabre ce que je dis là, mais les crises au Proche-Orient, les guerres entre Israël, les Palestiniens, le Liban, malheureusement, on a l'habitude de ces crises-là, de ces guerres régionales. Ça n'a pas empêché par le passé les marchés de continuer à monter très fort. La dernière grave crise qui a mis aux prises Israël et le Liban, c'était en 2005, quand, fin 2005, quand Israël est rentré au sud Liban pour combattre le Hezbollah. On a eu de très très fortes tensions au Proche-Orient. Ça n'a pas empêché les marchés de continuer à monter. Et ce qui a provoqué la crise, l'effondrement des marchés en 2007-2008, ce n'était pas ce qui s'est passé au Proche-Orient, ça a été la crise des subprimes, la crise de l'immobilier aux États-Unis. Donc moi, je ne pense pas que la prochaine crise qui va secouer les marchés va venir du Proche-Orient, même si ça pourrait aggraver une potentielle crise. Pour moi, l'épicentre de la crise financière, ça pourrait être la France. Et là, on a des signaux de marché qui l'indiquent. Donc là, c'est un signal assez inquiétant. C'est le spread entre les taux français et les taux portugais. Hein, souvenez-vous, hein, le Portugal a longtemps été le maillon faible de l'Europe. Hein. Souvenez-vous, les PIGS. Un PIGS, ça veut dire cochon en anglais, mais ce sont les anacronymes de PIGS, Portugal, Irlande, Espagne et Grèce. Or là, pour la première fois depuis des décennies, le Portugal, écoutez bien ce que je vous dis, le Portugal emprunte à un taux inférieur à celui de la France. C'est-à-dire que les investisseurs ont davantage peur de prêter à l'État français qu'à l'État portugais. Ça, c'est du jamais vu dans l'histoire. Vous pouvez remonter à très longtemps. On n'a jamais vu la France emprunter plus cher que le Portugal, avec un écart de taux assez important. On a un écart de taux de quasiment 30 points de base entre la France et le Portugal. C'est-à-dire que l'État portugais emprunte à 10 ans plus bas de 0,3% que l'État français. Et ça, c'est assez inquiétant. Autre signe encore beaucoup plus inquiétant, la Grèce. La Grèce, quand la crise grecque a éclaté en 2011-2012, le taux, le taux auquel la Grèce empruntait était à 30%. Vous m'avez bien entendu, 30%. L'État grec, pour se refinancer, était obligé d'emprunter à 30%. Aujourd'hui, là où la France s'endettait à 2% à l'époque, aujourd'hui, les taux grecs, les taux à 5 ans de l'État grec sont passés en dessous des taux à 5 ans de l'État français. Ça veut dire que si aujourd'hui la France et la Grèce demandent au marché un crédit à 5 ans, les marchés préfèrent prêter à l'État grec qu'à l'État français. Aujourd'hui, en octobre 2024, les marchés ont plus confiance en l'État grec
qu'en l'État français. Et ça, vous le voyez, hein, je n'invente rien. Vous allez sur Boursorama, vous allez sur Google. Aujourd'hui, l'État grec se refinance à 5 ans à 10 points de base en dessous de l'État français. Ça, c'est très grave. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des marchés actions qui n'en ont rien à foutre, qui continuent à monter. Hein. Souvenez-vous, hein, les docs de Bordeaux, hein, les gérants actions qui achètent des actions, qui sont en mode, bon, tout va bien, business as usual. Par contre, sur le marché obligataire, on a quand même des gérants d'un gros calibre. En général, souvent les meilleurs, hein, souvent les gens les plus costauds, les gens qui ont eu les meilleures écoles, etc., souvent, soit on les retrouve dans les taux, hein, traders, structureurs sur les taux, ou sur le forex, sur le marché des champs. Sur les actions, souvent en général, hein, attention, je ne généralise pas, en général, les gérants actions sont souvent un peu moins bons que les gérants taux ou les gérants forex. Là, le marché obligataire a quand même les meilleurs couteaux du tiroir, nous envoie un signal clair comme quoi c'est plus risqué de prêter à l'État français qu'à l'État grec. Autre signe inquiétant, c'est l'or. L'or qui est en train d'exploser à la hausse. On est à plus de 2600 dollars l'once d'or. Donc là, c'est le record, hein, le dernier record en 2012, lorsque l'or est venu titiller les 1900 dollars. Aujourd'hui, on est à 2600, plus de 2600 dollars l'once. Ça montre clairement que les marchés, les traders sur les commodities, ne font clairement pas confiance aux politiques gouvernementales. Donc on a quand même 3 marchés qui nous envoient des signaux d'alerte. On a le Forex qui montre clairement que l'euro est en train de baisser par rapport au dollar et par rapport aux autres devises. On a le marché obligataire qui nous envoie clairement un signal que la France, il y a un vrai problème avec les finances publiques françaises. Et enfin, le marché des matières premières, notamment de l'or, qui nous montre clairement que les investisseurs ont très peur de ce qui pourrait arriver dans les prochains mois. Donc là, clairement, il y a un vrai souci, un vrai problème. Houston, on a un problème, comme on dit. Il n'y a pas de quoi être serein. Moi, si j'étais positionné sur les marchés actions, honnêtement, je ne serais pas très, très serein. Moi, je ne vois pas ce qui peut justifier un CAC 40 qui reviendrait battre ses précédents records. Alors oui, certains vont dire oui, mais les entreprises, elles sont plus costauds que l'État. Peut-être. Mais si demain, l'État français est en situation de quasi-faillite, qui sait que l'État français va ponctionner? Il va ponctionner les grosses fortunes et les entreprises. Donc moi, je serais gérant action, je ne serais pas forcément à l'aise d'acheter plein d'actions des entreprises françaises qui seront mises à contribution pour redresser le budget de l'État. Là, je vous donne un exemple, un petit peu d'histoire pour celles et ceux qui le veulent bien. Là, c'est l'évolution de l'indice ATEX, donc qui est l'indice principal de la Grèce, hein, c'est l'équivalent de notre CAC 40 à nous. Donc l'ATEX, donc là vous avez l'indice grec ATEX action qui baisse. Donc là c'est la fin de la crise 2008. Donc là crise 2008, crise des subprimes, tous les marchés ont baissé. Dow Jones, Nasdaq, CAC 40, DAX, Nikkei, tout a baissé. Ensuite vous avez un très beau rebond. Vous avez un très très beau rebond. En mars 2009, hein, les banques centrales ont décidé de sauver toutes les économies de la planète avec la réserve fédérale en pole position. Et là, vous avez eu tous les marchés, CAC 40 compris, tous les marchés ont tous rebondi. Tous. Donc là, vous avez le rebond de la TEX qui ne fait pas exception, qui va passer de 1300 points à peu près 2800 points. Donc tous les marchés ont eu de très très forts rebonds. Les marchés ont pris à peu près entre mi-2009
Et fin 2009, tous les marchés ont pris à peu près 40, 50, 60, 70% de leur valeur. On peut revenir sur le CAC 40. Voilà, bah, regardez un petit peu le CAC 40. Hein. Le CAC 40, c'est pareil, il était passé de 2500 points à plus de 4000 points. On avait eu, tous les marchés ont rebondi de manière très très forte à l'issue de la crise de 2008. Alors, on revient à la Grèce. On arrive à la fin de l'année 2009. Le ministre grec, le nouveau ministre grec Papandréou, fraîchement élu, annonce à la stupéfaction générale que les comptes grecs ont été truqués. Les comptes de la nation grecque ont été trafiqués. Les indicateurs comme le déficit public, le ratio dette sur PIB avaient été maquillés avec l'aide d'une banque, Goldman Sachs pour ne pas la nommer. Donc là va se déclencher ce qu'on appelle la première crise grecque. Et là, regardez, donc je vous avais dit, hein, les taux grecs sont passés à 30%, et regardez ce que va faire l'indice grec, l'ATEX. Il va passer de quasiment 3000 points à 500 points. L'indice grec va perdre 75% de sa valeur. Et ça a été pareil, on a eu un effondrement du PIB grec. Ce n'est pas juste les actions grecques qui ont baissé pour baisser. Le PIB de la Grèce s'est effondré de quasiment 40%. Même encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, le PIB grec se situe à quasiment 20% de ce qu'il était en 2009. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Grecs sont loin d'avoir retrouvé le pouvoir d'achat qu'ils avaient en 2009. Donc la crise grecque, ça a été une crise qui a très fortement marqué la population grecque, mais également l'indice boursier grec et les taux grecs. Hein. Donc tout ça, c'est lié. On ne peut pas avoir une grave crise économique avec des indices actions qui continuent à battre des records. Sauf exception, une crise une crise hyper inflationniste. C'est ce qui se passe à la bourse turque, où la Turquie est en proie à une hyperinflation. Alors, quand je parle d'hyperinflation, ce n'est pas l'inflation qu'on a connue en 2022. 2022, c'était une inflation gentille. C'était une petite inflation à 10%, rien de grave. En Turquie, c'était pas 10% par an, c'était 10% par mois. En Turquie, les prix grimpaient de 10% par mois. C'est-à-dire que les prix doublaient chaque année. Donc là, effectivement, on avait en valeur nominale les actions turques qui ont augmenté. Mais si on enlève cette exception de la Turquie, si on reste dans la zone euro, dans l'OCDE, la Grèce, malheureusement, n'avait pas d'autre choix que de serrer le kiki, comme on dit. Il y a eu une très forte austérité budgétaire. Les entreprises grecques ont été rincées, y compris à l'international. Elles ont été rincées par l'État grec qui avait besoin d'argent pour se refinancer. Pas de mystère, la bourse grecque s'est effondrée. Ensuite, vous avez Mario Draghi. Souvenez-vous, pour celles et ceux qui ont actuellement des petits cheveux blancs, en 2012, donc il y a déjà 12 ans, Mario Draghi intervient et là, il dit Whatever it takes, l'euro est irréversible. Le fameux Whatever it takes de Mario Draghi. Là, les traders ont compris que l'euro ne serait pas remis en cause et que la BCE fera tout pour sauver l'euro. Et Mario Draghi a dit moi, Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, je ferai ce qu'il faut pour que l'euro reste irréversible. Croyez-moi, believe me, it will be sufficient. Et là, vous avez eu les marchés qui sont repartis dardard à la hausse. Parce que les marchés ont compris que Mario Draghi fera ce qu'il faut pour que l'euro n'explose pas. Souvenez-vous, en 2012, il était question que l'euro disparaisse. Les marchés commençaient à pricer un éclatement de la zone euro. Mario Draghi a mis les pendules à l'heure et il a fait ce qu'il fallait
pour que les marchés intègrent le fait que l'euro ne disparaîtra pas. Le marché grec a rebondi fortement jusqu'à ce qu'éclate la deuxième crise grecque, avec des Grecs qui manifestent contre les mesures d'austérité. Vous allez avoir les Grecs qui vont manifester contre les mesures d'austérité, avec des dirigeants grecs qui commencent à se dire, bon, on va peut-être mettre fin aux mesures d'austérité, on va s'asseoir sur les traités européens pour revivre comme avant. Et là, rebelote, courant fin 2014, début 2015, déjà, euh, il y a eu une mise au point, c'est-à-dire que la BCE a clairement fait comprendre au gouvernement grec que si la Grèce n'allait pas jusqu'au bout de la feuille de route de l'austérité, euh, la BCE ne financerait plus, ne rachèterait plus les obligations grecques. Et par rapport au marché, Mario Draghi a clairement indiqué qu'il allait faire ce qu'il fallait pour éviter un risque d'insolvabilité sur un des pays de la zone euro. Et donc là, on allait réenclencher la planche à billets, une baisse des taux et planche à billets en janvier 2015. D'ailleurs, c'est ce qui a provoqué, pour celles et ceux qui s'en souviennent, un effondrement de l'euro par rapport au franc suisse. Hein. Si vous êtes frontalier entre la France et la Suisse, vous avez pu le voir, en l'espace de quelques heures, l'euro a perdu 25% de sa valeur par rapport au franc suisse. On a eu un effondrement de l'euro par rapport au franc suisse qui est passé de 1,20 à 0,9. Hein. Il a perdu 30 centimes en quelques heures. Donc ça allait générer un redémarrage des marchés actions au début de l'année 2015. Et là, on voit effectivement la bourse grecque qui, bon an, mal an, remonte petit à petit. Alors, on a eu après la crise du Covid, et puis on a eu un redémarrage de la bourse grecque. Et là, aujourd'hui, on a enfin une bourse grecque qui est revenue au niveau, à des plus hauts jamais vus depuis 10 ans. Mais, ça s'est fait dans la douleur. C'est pour ça que moi, je ne crois pas en la fin du monde. Moi, je ne crois pas euh, en ce que certains influenceurs disent, oui, attention, c'est la fin des temps, c'est la fin du monde. Pour moi, le monde économique, il est fait de crises et de rebonds. Même la Grèce, avec ce qu'a connu la Grèce, a pu s'en sortir. Regardez, hein, regardez la bourse grecque, elle redémarre. Mais on a connu un effondrement de la bourse en Grèce. Et ça peut très très bien arriver avec le CAC 40. Alors si une nouvelle crise économique devait se déclencher et qui aurait pour épicentre la France, regardez un petit peu ce qui se passe, allez sur Public Sénat, allez sur la chaîne parlementaire de l'Assemblée nationale, allez sur BFM, allez sur des médias tout à fait mainstream, vous verrez que la situation budgétaire en France, elle est catastrophique. Elle est vraiment catastrophique. Moi-même, j'étais loin de me douter que c'était aussi grave. Je savais que c'était compliqué. Moi-même, je trouvais, en toute humilité, que peut-être certaines personnes, comme Charles Gave ou Olivier Delamarche, peut-être étaient un petit peu extrêmes dans leur vision. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que ces personnes-là, ces économistes que je suis, qui sont crédibles, nous prédisaient de grosses souffrances. Moi-même, j'étais là, bon, j'étais assez mesuré, j'étais même un petit peu en retrait par rapport à ce qu'ils disent. Là, force est de constater que même les journaux mainstream trouvent que la situation budgétaire en France, elle est catastrophique. Aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la situation en France. On ne sait pas. L'Assemblée nationale, enfin, regardez, l'Assemblée nationale souhaite, réfléchit à faire venir Bruno Le Maire, qui est parti en Suisse donner des cours, à faire venir, à restreindre
a obligé par la force Bruno Le Maire à venir s'expliquer à l'Assemblée nationale pour comprendre comment les comptes ont pu être truqués. Les comptes ont pu être truqués. Et ça, c'est pas du tout des fake news. Aujourd'hui, même les personnes qui ont pignon sur rue se posent la question. Il est possible que les comptes de la France ont été maquillés. Imaginez, vous êtes une entreprise, vous truquez vos comptes. Vous faites des petits, voilà, vous, vous maquillez vos comptes. Vous savez ce que vous risquez en cas de contrôle fiscal. Vous êtes contribuable. Vous faites vos déclarations aux impôts et vous oubliez de déclarer la moitié de vos salaires. Vous savez ce que vous risquez. Ben, aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire quelle est la situation des finances publiques françaises. Chaque jour qui passe, depuis 3 semaines, on découvre des choses. Au début, on pensait qu'on était à 4% de déficit public, ensuite 5, maintenant plus de 6, et le gouvernement nous annonce que s'il ne fait pas un plan d'économie en catastrophe, on pourrait être à 7 à la fin de l'année. On ne sait plus du tout où on en est. Donc c'est quand même très grave et ça rappelle la situation de la Grèce à la fin de l'année 2009. Donc ce sont quand même des choses assez graves qui se passent actuellement en France. Et là, effectivement, ça peut aller en cacahuète, tout ça. Voilà, donc on est là et donc là aujourd'hui la situation elle est quand même assez voilà assez sérieuse et si on applique ça au CAC 40, si jamais on, le CAC 40 euh, devait subir une crise grecque mais made in France, ça ramènerait notre CAC 40 à 1900 points. Le CAC 40 reviendrait à ces niveaux où il était en 1995, soit 30 ans en arrière. Et ça, c'est tout à fait possible. Ça, c'est tout à fait possible. Si on découvre que les gouvernements ont triché sur les comptes de la France, ça va générer un vent de panique sur les marchés où les investisseurs se poseraient la question sur la crédibilité de notre État. C'est quand même assez grave. Il y a une différence entre, oui, on a des déficits publics, ça fait 50 ans que la France vit au-dessus de ses moyens. Mais ça, à la limite, bon, les Japonais, c'est pareil, les Américains, c'est pareil. Ça, on a l'habitude. C'est malheureux, mais c'est comme les guerres au Proche-Orient, on en a l'habitude, malheureusement. Par contre, ce qui serait grave, c'est que euh, il s'avère, et ça on verra, peut-être que Bruno Le Maire va devoir s'expliquer à l'Assemblée nationale, contraint et forcé, hein, peut-être que la police va chercher Monsieur le Maire pour l'amener à s'expliquer devant l'Assemblée nationale, mais si il est avéré que les comptes de la nation ont été trafiqués, ça peut être très grave. Là, il peut y avoir une crise de défiance et là, on peut très bien avoir un effondrement du CAC 40 qui le ramènerait à 1900 points. Si le schéma de la Grèce se répète avec la France, on pourrait avoir un effondrement des marchés boursiers. Et là, effectivement, je rejoindrai effectivement ce que prédisent certaines personnes depuis plusieurs années. Ça n'a pas été mon scénario. Euh, pour le moment, j'ose espérer que nos dirigeants n'ont pas été jusqu'au point de mentir, de trafiquer les comptes. Mais si tel est le cas, euh, ça peut faire très très mal. Ça peut faire vraiment, vraiment très très mal. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Donc voilà, moi je suis un peu inquiet. Je ne vous cache pas que je suis assez inquiet sur la tournure que prennent les choses parce qu'on ne sait pas en fait. En fait, les marchés ont peur de l'incertitude et moi j'ai peur de l'incertitude. Qu'on nous dise, OK, là c'est bon, on est à 8% de déficit public, on arrête les conneries, on met en place un plan de rigueur, on va filer droit
on va appliquer, on va faire ce qu'il faut pour redresser les comptes, moi, je ne serais pas inquiet. Alors oui, les retraités verront peut-être leur pouvoir d'achat perdre 20 ou 30% de leur valeur, c'est énorme, c'est vrai. Les chômeurs, les gens qui sont en pôle emploi, peut-être verront en catastrophe leurs allocations divisées par deux, ce qui ne serait pas choquant. Hein. Les chômeurs français sont parmi les mieux payés du monde. Les retraités français sont parmi les mieux rémunérés du monde. C'est pas choquant. Alors, oui, peut-être que si vous êtes au chômage, si vous êtes à la retraite, ça peut peut-être vous choquer ce que je dis là, mais à la limite, ça ne m'inquiéterait pas. Si on annonce aux chômeurs, aux retraités qui vont perdre 30% de leurs allocations ou de leurs pensions, ça va être dur, mais paradoxalement, pour l'économie, je vais dire, OK, la France va repartir. On va pleurer un grand coup, on va cuiner un grand coup, ça va être dur. Euh, on ne pourra plus faire n'importe kawak, comme on dit, ça va être très dur, mais, mais on va repartir. Là, ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas où on est. On ne connaît absolument pas l'état des comptes en France. Chaque jour, on découvre des choses. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Donc, je suis assez inquiet. Pour moi, très clairement, le rebond des marchés auquel on assiste, pour moi, c'est un rebond en trompe-l'œil. Pour moi, ça va secouer sec. On va avoir des secousses. J'ai du mal à croire qu'on va pouvoir passer la crise budgétaire, politique, économique que l'on vit actuellement en France comme ça, dardard, comme si de rien n'était. Et à cela, évidemment, quand les gérants actions vont se réveiller, ils vont découvrir que, mon Dieu, les entreprises vont être saignées par les gouvernements pour renflouer les caisses, ça va être chaud. Et quand à cela va s'ajouter ce qui se passe au Proche-Orient, en Ukraine, forcément, il y a de quoi être inquiet. Il y a de quoi être inquiet sur les marchés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout vendre. Moi-même, quand on me pose des questions sur l'investissement, je suis loin de dire aux gens vendez tout, retirez l'argent des banques et mettez ça sous l'oreiller. C'est pas du tout mon discours. Au contraire, il va y avoir, je pense, de belles opportunités, peut-être sur les obligations, sur les métaux précieux, peut-être sur l'immobilier. L'immobilier, ça fait maintenant 2 ans que l'immobilier en France trinque, déguste, souffre. Bah, peut-être que sur l'immobilier, justement, l'immobilier a peut-être mangé son pain noir, l'immobilier a peut-être connu enfin le gros de sa baisse. Donc, vous voyez, je ne suis pas non plus, il faut tout vendre, c'est la fin du monde. Non. Par contre, moi, il y a un marché où je suis un peu inquiet, c'est le marché action. Pour moi, le marché action, il n'a pas intégré tous les risques qui pèsent sur le plan géopolitique, économique, budgétaire, notamment en France. Pour moi, il y a un risque que ça secoue grave sur ces marchés. Voilà un petit peu sur ce que j'avais à vous dire. Voilà, donc bah voilà, faut pas s'alarmer. C'est pas la fin du monde. Il va y avoir des crises, mais aussi il va y avoir des opportunités. Hein. C'est pas exclu que demain on puisse acheter des actions, des indices boursiers à la casse et qu'il y ait de bonnes affaires à se faire. Mais d'ici là, ça pourrait secouer assez fort dans les salles de marché. Voilà, en tout cas, ben, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, de bonnes vacances si vous partez en vacances à l'occasion de la Toussaint. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo, sans doute aux alentours des élections américaines, parce que ça aussi, il y aura une grosse incertitude à l'issue du résultat des élections américaines qui promettent d'ores et déjà d'être très, très, très serré avec un des deux camps qui pourrait ne pas reconnaître sa défaite. Parce qu'il y aura forcément un gagnant et un perdant, mais il y a un risque qu'un des deux camps ne reconnaisse pas tout de suite sa défaite, ce qui provoquerait, là encore, de grosses incertitudes sur les marchés. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.